Bienvenue à tous à cette plénière économie circulaire qui est la deuxième partie d'un cycle initié par Auré dont la première partie a eu lieu hier avec une approche non pas par les filières d'activité mais par les ressources. Un mot d'Auré, tout le monde ne connaît pas Auré, pas encore, donc je vais tout de même vous présenter Auré. Me concernant, je suis donc, et j'ai le privilège d'être là, présidente d'Auré. Oui, madame. Vous connaissez pas Auré? Non, vous avez... La traduction? It's okay? Ok. Parfait. Je voyais madame qui levait la main, j'ai dit, il y a un problème. Donc, me concernant, pardon, je suis la présidente d'Auré et dans ma vie professionnelle, je suis avocate en droit de l'environnement. Donc, les aspects juridiques et opérationnels trouvent une traduction dans ce que les différents intervenants vont exposer dans un instant. Auré, nous sommes une association créée en 1992, association multi-acteurs qui regroupe à la fois des entreprises et des collectivités territoriales. C'est l'un des enjeux essentiels et l'une des problématiques que nous rencontrons beaucoup lorsque l'on parle d'économie circulaire. L'économie circulaire est à l'échelle d'un territoire, mais il faut, c'est ce que nous verrons dans cette table ronde, que les acteurs du territoire, aussi bien les entreprises que les élus, les collectivités, se parlent et ne soient pas en silo. Et donc depuis 1992, c'est tout l'enjeu et l'un des objectifs d'Auré, de faire en sorte que les acteurs de ce territoire se parlent, se comprennent, et parce qu'ils se sont compris, qu'ils puissent ensuite mettre en œuvre des solutions adaptées. Aujourd'hui, les solutions adaptées que nous recherchons les uns et les autres sont axées autour de l'économie circulaire, parce que, notamment, nous avons l'enjeu de la COP21, vous le savez tous, qui aura lieu au Bourget, du 30 novembre au 11 décembre. Et dans ce concert des solutions, au concert des réponses, l'une des attentes est justement d'être moins énergivore, et peut-être que les démarches d'économie circulaire, en tous les cas nous le croyons chez Auré, peut participer de ce concert des solutions. Nous travaillons chez Auré autour de 3 priorités: biodiversité, économie, comment intégrer la biodiversité dans les stratégies d'entreprise, première priorité. Deuxième, économie circulaire, je vais revenir dessus dans un instant. Et troisième, reporting RSE, ancrage local des entreprises. De nombreux adhérents, alors quelques logos pour illustrer nos adhérents, des grands groupes, des petits groupes, des bureaux d'études, des collectivités, des associations. Je vous laisse prendre connaissance des quelques représentants de nos adhérents. Et nous fonctionnons, ça c'est important, nous fonctionnons, et j'insiste sur ce point-là, à travers une gouvernance conseil d'administration, bien sûr, avec un bureau élu, et puis une équipe qui est devant moi, mais qui ne m'écoute pas, avec sa déléguée générale, Nathalie Boyer, ici présente, Cécile Couteau, qui est chargée de la communication et qui a œuvré pour la bonne réussite de ce moment. Donc merci à vous deux. Donc Auré, c'est une équipe de 11 salariés tout de même. Donc ça, je tiens à le préciser parce que ça oblige à un résultat. Et lorsque les ministères, l'ADEME ou les régions nous missionnent pour faire croiser des regards terrain sur certains enjeux, eh bien, au bout du bout, nous avons ce livrable, par exemple, qui est à disposition de chaque participant, n'est-ce pas, à la sortie de la salle. L'économie circulaire au service de la préservation des ressources et du climat, une approche flux et filière. Donc pour ceux qui n'ont pas pu participer à la conférence d'hier, vous aurez tout en résumé dans ce document que vous avez à votre disposition à la sortie de la salle. L'économie circulaire pour Auré et pour ses adhérents, c'est quoi? Là on parle, et nous verrons, des illustrations d'économie circulaire. Nous avons, avec nos adhérents, considéré qu'il fallait structurer l'économie circulaire comme étant en quelque sorte un vocable chapeau. Avant, on aurait pu mettre en chapeau l'écologie industrielle et territoriale. Nous avons décidé, en opportunité de compréhension par les uns et les autres, de mettre en chapeau ce terme économie circulaire, qui consiste à s'inspirer du fonctionnement cyclique de la nature et dire qu'à l'échelle d'un territoire, le fonctionnement cyclique de la nature peut trouver sa traduction
dans une zone d'activité, ou plus largement dans une zone humaine d'activité, aussi bien industrielle que même de logement. Et pour ce faire, nous considérons qu'il y a 3 entrées pour avoir une approche d'économie circulaire la plus globale, la plus cohérente possible. Une entrée par les produits et les services, qui est l'amont, qui est vraiment essentiel. Une entrée par les filières, les déchets, une entrée par le territoire. Pourquoi j'ai dit que l'entrée par les produits et les services est essentielle? Parce que c'est là où nous allons nous poser les questions des nouveaux modèles économiques. C'est là où nous allons nous poser les questions et les entreprises vont se questionner sur quel nouveau mode de production. Ça renvoie aux ACV. Quel nouveau mode de consommation? Si nous ne sommes pas dans cette démarche amont, nous pourrons être parfaits sur la démarche centrale filière déchets, mais nous ne serons pas dans un cercle vertueux qui consiste à produire moins de déchets, parce que le produit n'aura pas été conçu de façon vertueuse pour l'après-consommation. Nous ne serons pas dans une démarche où le consommateur aura un choix éclairé pour tel ou tel type de produit. Donc, la première entrée, nouveau mode de production, nouveau mode de consommation, interroge aussi sur un modèle économique de société, sur un modèle économique, même des entreprises ou des collectivités. L'entrée filière et puis l'entrée territoire à travers le vocable le plus connu, écologie industrielle et territoriale. Et pour terminer ma présentation, bien voilà, l'entrée thématique par filière d'activité, c'est ce que nous allons aborder aujourd'hui. Hier, c'était par l'entrée ressources, avec un focus sur les ressources eau, biodiversité et énergie. Dans le livrable que je vous ai présenté, celui-ci, nous avons 4 filières d'activité: transport, gestion de la ville, aménagement du territoire et agriculture. Nous n'avions pas l'après-midi complète pour échanger sur ces 4 entrées. Nous avons donc décidé de nous concentrer sur les filières transport, gestion de la ville, aménagement du territoire. Nous aurons donc 3 temps, 3 duos, avec un duo qui sera un solo d'ailleurs, aléa du dernier moment du direct. Un duo transport, un solo transport logistique, avec Claude Sanson, président de la Philog, qui nous présentera le contexte et les solutions, du coup, Claude. Un duo gestion urbaine, avec Bruno Lost, président d'Indigo pour le contexte, et Christine Grelier. Christelle, mais oui, j'ai Christian. Christelle Grelier, voilà, tout est faux sur mon papier, c'est pas grave. Directrice innovation et développement durable, c'est juste ça. Chez Bouygues Immobilier, ça aussi c'est juste. Tout va bien. Et pour l'aménagement, Marc Anziski, directeur général de l'EPF Nord-Pas-de-Calais, pour le contexte, et en solution Vincent Daon, directeur d'Inspira, ZIP, aéroportuaire de Salaise-Sablon. Merci à vous 5-6, si je compte le duo qui nous a fait défaut, pour votre témoignage, et vous le verrez, c'est en cela que c'est intéressant, ce sera intéressant. Ce seront des témoignages de la vraie vie. On ne sera pas dans de la théorie, nous serons dans la vie réelle. Et avant ces témoignages, retour d'expérience, nous avons souhaité qu'il y ait un grand témoin qui a un petit peu plus de temps, qui pose le débat, l'enjeu. Ce grand témoin est M. Philippe Darmaillan, président d'ArcelorMittal France, président de l'Alliance des minerais, minéraux et métaux, et membre du conseil exécutif du MEDEF. Notre grand témoin, à qui je vais passer le pupitre dans un instant, va nous exposer les enjeux de l'économie circulaire et du climat pour les filières d'activité telles que vous percevez ces enjeux, et les solutions que vous avez pu identifier à travers vos différentes casquettes, par les solutions que peuvent mettre en œuvre les acteurs économiques pour intégrer ces enjeux. Je vous passe la parole. Merci. Merci bien. Je suis de toute ma carrière un industriel, donc j'étais directeur d'usine, puis patron d'unité dans l'aluminium, dans l'acier ou dans les inox. Et donc, je pense que si j'ai été choisi aujourd'hui, c'est parce que pendant plusieurs années, j'ai dirigé le comité environnement du MEDEF. J'ai à ce titre signé l'engagement du MEDEF sur la biodiversité et durant ma mandature, nous avons fait pénétrer le MEDEF sur l'économie circulaire, sur un sujet qui effectivement est tout à fait fondamental. Alors je sais que
C'est un des bénéfices, à mon avis, que l'on doit à Ségolène Royal, que d'avoir petit à petit introduit l'économie circulaire dans la loi de préservation énergétique et au chapitre de la COP 21, et de faire de la COP 21 non seulement l'objet de négociations que l'on sait tous sur les taux de réduction, mais aussi de mettre à l'agenda les solutions. Car, et c'est ce qui explique le fait que vous êtes peut-être surpris de voir que les grands noms de l'industrie française soutiennent la COP 21, participent à ça, et je peux vous assurer qu'il ne s'agit pas uniquement de quelque chose de politique pour faire plaisir au gouvernement, mais il s'agit d'un vrai phénomène de fond qui fait qu'il y a, de la part des industriels, de l'appétit à traiter l'économie circulaire. Car finalement, pour l'industrie, quand on regarde les émissions de CO2, il y a grosso modo, vous le savez, je ne sais pas les pourcentages exacts, mais enfin 3 gros tiers d'émissions de CO2. Vous avez les transports, vous avez l'habitat, et puis vous avez l'industrie. Et donc l'industrie a un double enjeu. Elle a un enjeu de réduire ses émissions propres, la partie industrielle, et puis elle a un enjeu d'aider les transports à réduire la consommation de CO2 et d'aider l'habitat à faire un habitat propre au sens du CO2 et qui va jusqu'à un habitat avec énergie positive. Et je veux dire, ces choses-là demandent des solutions et l'industrie se mobilise pour apporter ces solutions. Alors je vais traiter en premier le cas le plus difficile pour l'industrie, qui est de réduire ses propres émissions. Globalement, le dossier numéro 1, c'est l'énergie. L'industrie est fortement consommatrice d'énergie, bien sûr, et donc vous pouvez économiser du CO2 à la fois en choisissant un type d'énergie propre, mais aussi en travaillant sur l'efficacité de vos process. Et c'est clairement une des grandes différences que l'on peut avoir dans nos économies développées par rapport à ce qui se passait dans certains pays en voie de développement, c'est que nos process sont beaucoup plus économes. On a des années et des années d'expérience pour produire du ciment, pour produire de l'acier, pour produire du verre, qui fait que le facteur d'expérience est dans notre faveur, mais ça ne veut pas dire qu'il est fini, ça veut dire qu'il faut poursuivre avec des procédés encore plus efficaces qui vont recycler l'énergie, qui vont choisir une énergie interne produite en interne à la fois pour nos process, mais également qui vont trouver les voies pour passer ce reliquat d'énergie sur d'autres industries qui peuvent le mieux l'utiliser. Donc par exemple, les laitiers d'acierie sont d'excellents ciments. Sur les poussières d'acierie, on peut aussi faire contribuer à des ciments sans CO2, etc. Donc on a un travail à faire pour aller dans ce sens, faire de l'économie de ressources par une efficience économique et faire de l'économie de ressources au sens de l'énergie. Bien évidemment, tout ça passe aussi par l'efficacité du recyclage sur chacune des filières. Donc il y a des travaux à faire par filière pour être certain que on va le plus loin possible dans le recyclage. Donc vous savez que le fer se recycle à 80%. Bon, l'Europe a actuellement un niveau de production à partir du recyclage qui est à peu près du même niveau que l'acier fait à partir de minerais de fer, mais il n'en est pas du tout le même dans le monde, puisque les pays sont en voie de développement, et donc vous ne trouvez pas dans les pays en voie de développement la ressource de recyclage qui permettrait d'arriver à ce niveau. Donc il faut pousser cela, mais ça va pousser aussi par le développement, ça ne peut pas se faire naturellement. En tous les cas, il faut clairement montrer la voie et que l'outil de production qui est différent dans le cadre de l'acier pour le recyclage de ce qu'il est par rapport au minerai de fer, il faut effectivement continuer à le pousser. Tout ça passe par un certain nombre de conditions qui me paraît très importantes que tout le monde ait en tête. La première, c'est la compétitivité. Donc, je sais qu'il y a eu un débat dans une des sessions précédentes avec mes amis du recyclage qui disent qu'effectivement actuellement la ressource recyclage n'est pas compétitive par rapport au minerai de fer. Bon, ça c'est des moments qui peuvent arriver dans la vie, donc il faut avoir une politique continue pour effectivement passer ces phénomènes conjoncturels. Ça ne va pas durer des années et des années, mais il faut donc avoir une constance dans la politique au-delà des phénomènes de prix qu'il peut y avoir dus aux chutes de conjoncture, etc. Donc on est dans la vraie vie, il faut définir des axes stratégiques, il faut maintenir ces axes stratégiques et puis essayer de naviguer sur les phénomènes à court terme qui peuvent se passer.
La deuxième condition pour que l'industrie puisse effectivement avancer, c'est ce qu'on appelle en anglais d'un horrible terme le level playing field, c'est-à-dire des conditions de compétitivité équivalentes selon les différentes zones. Vous savez que une des batailles de la COP21, c'est d'avoir des objectifs de réduction équivalents dans chaque zone. C'est fondamental par rapport au sujet de CO2, puisque un carbone émis ici affecte autant qu'un carbone émis là. Donc il faut avoir des conditions équivalentes. Et clairement, assurer ces conditions de compétitivité d'une industrie par rapport à une autre est tout à fait fondamental, tout en laissant aux pays sous-développés le temps de se développer. Donc ce sont des choses qui sont extrêmement délicates à manier et sur lesquelles eh bien, l'industrie doit et peut agir en généralisant les meilleures pratiques dans le monde, secteur par secteur, le ciment, le béton, le verre, de façon à ce qu'il y ait une égalité d'efficacité au niveau de la production et que la concurrence puisse s'effectuer à armes égales. Troisième et dernière condition fondamentale pour que ça avance, c'est l'innovation. Je parlais des énergies renouvelables et de la généralisation de ces énergies renouvelables. Ces énergies sont compétitives aujourd'hui. Le problème est de les utiliser en réseau pour non seulement le petit utilisateur, mais également pour le gros utilisateur industriel. Et ça demande à ce qu'on soit capable, via l'hydrogène, via les barrages, via un certain nombre de techniques, via les batteries, bien évidemment. Ça demande des progrès qu'il faut faire. Donc il faut à la fois laisser du temps au temps, il faut que l'innovation se fasse, et elle ne se fait pas comme ça en claquant des doigts. Il faut se donner du temps, avoir des axes stratégiques sur ce que l'industrie peut apporter, et de la constance dans l'action. Mais comme je disais tout à l'heure, l'industrie peut aussi aider à faire l'économie circulaire, c'est-à-dire à avancer sur le transport, l'habitat, l'agriculture. Comment ? Elle le peut d'abord par organiser les systèmes de recyclage par filière et par territoire. Et ce n'est pas forcément dans le territoire, le département que ça se fait. Ça dépend, c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce qu'il y a des sujets qui sont des sujets à l'échelle nationale, il y a des sujets qui sont à l'échelle européenne, il y a des sujets qui sont à l'échelle mondiale. Le recyclage du fer est un sujet à l'échelle mondiale. Donc, essayer de traiter ces sujets dans une organisation. Et ça, c'est aux filières, c'est à l'industrie de faire ça, de dire sur tel produit, voilà comment on peut faire, de créer les boîtes par volontariat et par entrepreneuriat, de traiter les boîtes qui vont traiter cela, soit des recycleurs, soit des boîtes comme Paprex, soit des choses comme ça, qui vont définir des cycles, qui vont définir des systèmes de ramassage, qui vont définir des systèmes de traitement, de réintroduction. Tout ça ne se fait pas naturellement, il faut le vouloir, et il faut qu'effectivement il y ait une rétribution économique naturelle qui se passe là-dessus, et ça passe par un environnement qui favorise cette économie du recyclage. Comme vous l'avez dit, madame, il y a aussi à la fois l'éco-conception et puis aller vers une économie de la fonctionnalité. Alors l'éco-conception, je veux dire que pour un Ciris, c'est quelque chose que nous portons depuis très longtemps, mais qu'il faut pousser. La voiture va s'alléger grâce à l'acier ou grâce à l'aluminium. Et donc, nos recherches pour avoir des alliages à haute caractéristiques mécaniques, pour avoir des alliages avec des élongations qui vont permettre d'alléger cette voiture. Et donc, cet allègement de voiture, par l'acier, mais pas seulement, par l'aluminium, par les plastiques, est fondamental, et c'est l'offre de l'industrie qui peut permettre cela. Et ça se fait au moment de la conception, de dire, ben voilà, j'ai une norme qui me met la voiture à tel poids parce que je veux telle consommation d'essence de litres, etc., avec tel ou tel combustible. Voilà les solutions qu'on peut apporter pour faire cela. Je prends l'exemple de la voiture, c'est celui qui met le plus cher, mais on peut l'appliquer à la boîte de boissons, on peut l'appliquer au bâtiment, on peut l'appliquer au transport ferré, on peut l'appliquer aux machines agricoles. Donc c'est quelque chose qui est fondamental. Tous ces équipements qui sont chers pour avoir des émissions de CO2 plus basses fonctionnent grâce à une conception partagée entre celui qui va apporter le matériau et celui qui va faire. L'économie de la fonctionnalité, vous la connaissez, c'est Blablacar, etc. C'est de dire à quoi ça sert de faire une voiture. Ce qu'il faut, c'est l'utilisation, c'est le transport qui compte. Et donc voir comment, dans un système, on peut favoriser cela.
je dirais, tout ça passe par un certain nombre de conditions qui me paraissent essentielles. C'est de quoi on a envie. Et d'avoir conscience des contradictions que nous portons tous. On veut alléger les voitures, mais la consommation de SUV augmente. C'est une aberration. C'est une aberration. On veut des transports économiques, donc le train, et on développe le bus intercité. Une aberration. Donc on est face en permanence à cette logique. Je me souviens d'un débat au MEDEF où il y avait un gars de Carrefour qui s'est fait choper parce qu'effectivement il vendait des tomates en hiver. Mais il dit mais le marché le veut, les gens le veulent, vous le voulez. Alors oui, mais c'est vrai. Donc il y a une espèce de contradiction auquel l'industrie fait face, qui est de dire bon, ok, que veut la demande? Et donc vous voyez bien qu'il y a un phénomène qui doit être pris non pas seulement au niveau de l'industrie, non pas seulement au niveau des gouvernements, mais qui est un phénomène de masse pour bien comprendre quelle est la consommation de demain, comment vont être faits ces moins 40% au niveau de l'Europe dans le bâtiment, pousser les gens chez eux, malgré le fait que ça va leur coûter de l'argent à transformer leur logement en énergie positive ou presque, ou aller dans le sens de... Donc tout ça demande un mécanisme qui est bien plus vaste que l'industrie, auquel l'industrie se conforme bien évidemment, auquel l'industrie apporte des solutions, mais qui demande là aussi un accompagnement par des normes, un accompagnement par quelque chose de sustainable en anglais, c'est-à-dire de soutenable, de permanent, et d'essayer de régler nos contradictions, et Dieu sait si nous en avons. Donc voilà ce que je voulais dire en introduction. Je pense que les industriels sont passionnés par ce sujet. Je pense que l'arrivée de l'économie circulaire dans le sujet COP21 est une excellente idée. Et encore une fois, il faut en remercier Ségolène Royal. Et je pense pouvoir dire, et même si ça étonne certains d'entre vous, qu'il y a dans l'engagement de l'industrie sur la COP21 pas seulement un effet de mode ou un effet de politique, il y a un effet bien sûr de business, mais il y a aussi un effet qu'on sent cet environnement changer et que pour rester en vie, une industrie doit s'adapter à son environnement et non le contraire. Voilà. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation qui dresse un excellent panorama et l'engagement de l'industrie que nous avons pu vérifier de nouveau, puisque la semaine dernière, il y avait une manifestation au ministère de l'écologie en présence de Ségolène Royal dans le cadre de la grande messe Solution COP21. Et l'un des speakers, il y en avait 3, qui représentaient l'industrie, c'était Pierre Victoria pour Veolia, a dit à la tribune, devant la ministre, nous en tous les cas, pour ce qui concerne Veolia, mais d'autres acteurs industriels, nous considérons qu'il faut donner un prix au carbone. C'est quand même un discours un petit peu nouveau qui a fait très plaisir à la ministre. Donc on voit que les choses évoluent. Compétitivité, innovation, je reprends vos termes, axe stratégique, constance dans l'action. Premier duo qui va réagir, premier solo, qui va réagir à ce propos. Le solo transport logistique, Claude Sanson, président d'Afilog. Merci Claude d'être parmi nous. Micro ici. Alors ma question est au regard de ce qui vient d'être évoqué. Déjà nous décrire tout de même rapidement ce qu'est Afilog et quel lien Afilog nous avec l'économie circulaire. Quels sont les enjeux pour diminuer ces impacts lorsqu'on est dans le transport? Claude, la parole est à vous. Merci Patricia. Donc tout d'abord quelques mots sur ce qu'est Afilog. Afilog est une association professionnelle qui a 15 ans d'ancienneté, 15 ans de vie, qui est née, alors j'allais dire pas au niveau de l'économie circulaire, mais elle est née par des entrepreneurs immobiliers qui réfléchissaient à la refonte des lois sur la protection de l'environnement. Donc il y a 15 ans, quand le gouvernement remettait en place des nouveaux textes sur l'environnement, ils se sont réunis, ces gens de l'immobilier logistique, pour voir un petit peu quels étaient les tenants et les aboutissants de tout ça. Donc aujourd'hui, c'est une centaine d'entreprises. À peu près les 2 tiers sont toujours des gens de l'origine, des gens de l'immobilier, mais 1 tiers de ces entreprises sont des utilisateurs d'entrepôts,
puisque aujourd'hui, en dehors de ceux qui les construisent, ceux qui les utilisent ont vraiment une très grande importance dans la bonne utilisation de ces bâtiments. Et nous avons donc des gens comme Carrefour, même s'il fait des tomates en hiver, DHL, FedEx, enfin des casinos, Intermarché, qui sont, ou Renault, qui devait être avec nous. Voilà, mais bon. Voilà. Alors, Afilog, si vous voulez, essaye de travailler sur 3 grands axes. Hein. D'abord, renforcer la transversalité du secteur. Je le prendrai après, ouais. Merci. Renforcer la transversalité du secteur. Tout de suite, on disait l'industrie veut avancer dans ce qui est le recyclage, le ramassage, enfin la réutilisation. Il est bien évident que tout ça ne peut se faire que si la logistique est mise aussi dans le circuit, c'est le cas de le dire, parce que la logistique, c'est vraiment quelque chose qui est tout à fait transverse. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on achète, tout ce qu'on utilise, tout ce qu'on mange, tout ce qu'on se sert pour se vêtir, a fait l'objet d'opérations logistiques. Donc, en particulier avec l'industrie, où nous sommes souvent très éloignés de l'industrie, le secteur de la logistique, autant vis-à-vis de la grande distrib, on travaille avec la logistique de manière permanente, autant avec l'industrie, c'est quelque chose qui est assez éloigné et on ne se parle pas souvent pour parler d'améliorer les circuits. Sauf aujourd'hui. Sauf aujourd'hui, bien sûr, mais on se parle un petit peu. On se parle un petit peu quand même. D'ailleurs, ArcelorMittal était membre d'Afilog jusqu'il n'y a pas très longtemps. Message. Pas subliminal. Pas subliminal, d'ailleurs. Ensuite, Afilog, on se targue d'avoir quand même quelques experts. Mais là, Patricia, qui est aussi chez Afilog, donc, est aussi une experte dans son domaine. Et on essaye d'affirmer toute cette valeur ajoutée qu'on doit avoir. Tout à l'heure, je crois qu'on a parlé de dialogue avec le territoire. Il est bien évident qu'il est extrêmement important que tout ce qui fait l'objet de l'amélioration de la logistique et de concerne en particulier les émissions de gaz à effet de serre et autres sujets, doit faire l'objet d'un dialogue permanent avec la puissance publique. Hein, je vais l'appeler comme ça pour être très large. D'un côté, les clients, de l'autre côté, la puissance publique. C'est extrêmement important. On a un certain nombre de sujets sur lesquels on doit travailler. Le dimensionnement des espaces logistiques. Vous savez qu'on voit, commence à y avoir un peu de changement parce que quand on voit tous ces boîtes à chaussures qu'on avait à l'entrée des villes, c'était quand même fort désagréable, tant sur le plan esthétique que sur le plan des citoyens, de la vie des citoyens. Donc ça, il faut qu'on travaille sur ces sujets. Il faut qu'on travaille, et nous travaillons avec les ministères qui sont concernés au niveau du gouvernement sur le choc de simplification. Par exemple, il faut savoir qu'actuellement en France, quand on veut construire un entrepôt, et les lois de protection de la nature n'y sont pas étrangères d'ailleurs, mais on va mettre 18 à 24 mois. Nos voisins, allemands, belges, mettent 6 mois. Bon, donc on voit que là, on a du travail à faire. On a aussi un gros travail à faire en matière de développement à l'international, parce que nos entreprises suivent leurs clients qui eux-mêmes se développent à l'international. Donc tout ça, si vous voulez, c'est de l'expertise qu'on doit amener pour aider tout le secteur à bien évoluer. L'autre aspect, c'est d'améliorer la visibilité, l'identité de la logistique. Vous savez, il n'y a rien de plus terrible quand nous rencontrons des élus, quand on leur parle de logistique, la première réflexion qui leur vient, c'est « vous êtes quelque chose qui produit des gros camions, qui produisent des gaz à effet de serre et du gaz carbonique qui vous polluez nos routes, vous polluez l'atmosphère et vous ne créez pas d'emplois. » Donc ça, c'est extrêmement désagréable. Et là-dessus, on a un rôle, et je vais essayer de vous montrer que c'est quand même pas tout à fait vrai, en particulier en matière d'environnement. Donc, quels sont nos liens avec l'économie circulaire ? Alors, les liens avec l'économie circulaire sont bien sûr très importants, parce que d'abord, la logistique, son rôle, c'est de suivre
d'accompagner et de faire que les flux de marchandises, d'informations se passent au mieux et se passent dans les meilleures conditions possibles. Donc toute l'évolution, que ce soit l'évolution du commerce, l'évolution de l'industrie, l'évolution en général de tous les flux de marchandises, cette évolution, la logistique doit l'accompagner et doit l'accompagner en faisant quelque chose qui soit le moins nuisance possible. Donc on a des liens d'ordre structurel avec cette économie circulaire, parce que, en particulier, dans tous les bâtiments que nous construisons, nous avons toutes ces règles sur la protection de l'environnement qui sont extrêmement importantes. Et Afilog a d'ailleurs été dans les premiers à mettre en place des chartes de classification des bâtiments pour diminuer la nuisance sur le plan de l'environnement et toutes les certifications HQE et autres pour les bâtiments logistiques. Et aujourd'hui, si vous voulez, on a, on ne le sait pas toujours, mais on a 1,5 million de mètres carrés d'entrepôts en France qui sont certifiés HQE. Donc c'est quand même quelque chose sur lequel on a travaillé. Ensuite, l'autre point qui nous lie sur cette économie circulaire, c'est la préservation des ressources. Et pour ça, on essaye de travailler de plus en plus souvent sur le photovoltaïque. J'entendais ce matin que les routes étaient un excellent support parce qu'on avait beaucoup de routes sur lesquelles on pouvait mettre du photovoltaïque, mais le toit des entrepôts est aussi un excellent support qui ne gêne personne. Mettre du photovoltaïque sur les toits, c'est extrêmement intéressant, hein, puisque là, on n'a pas. On travaille beaucoup aussi sur la récupération des eaux dans les bâtiments pour essayer de préserver les ressources naturelles. Donc là, on a un très gros travail qui se fait sur tous ces sujets. Ensuite, un des développements là, une relation qui est beaucoup plus conjoncturelle, c'est un nouveau développement, en particulier dans le commerce. Alors peut-être qu'on viendra travailler sur le nouveau développement avec l'industrie, mais pour le moment, vous avez un nouveau développement avec le commerce. Vous avez deux choses qui sont en train de se produire et qui bougent beaucoup sur le plan de la logistique. C'est d'une part le fait que nous utilisons de plus en plus le commerce digital, le e-commerce, pour faire nos achats. Et là, on produit de la livraison dans les centres-villes et beaucoup de livraisons de petits colis. Hein, donc on voit bien qu'on traite du trafic. Et puis vous avez, et vous le constatez, plein d'enseignes qui sont en train de revenir dans le centre des villes. Et toutes ces enseignes, que ce soit Monoprix, Carrefour, Franprix, Leader Price et autres, sont bien évidemment des endroits qu'il faut approvisionner. Donc là, on a un gros travail à faire pour essayer de diminuer les nuisances par rapport à ces aspects. Et comme le disait tout à l'heure M. Barmaillan, sur ces aspects-là, le problème qui se pose, en particulier avec le e-commerce, c'est que si on veut faire bouger les lignes, si on veut travailler sur de la mutualisation, peut-être faut-il qu'on ne livre pas aussitôt ou plus vite qu'on a commandé. Vous savez qu'aujourd'hui, je clique et j'attends de savoir à la porte si le livreur n'est pas en train de sonner pour me livrer mon truc. Hein. Et on veut aller extrêmement vite pour faire la livraison. Il est bien évident que plus on va vite pour faire de la livraison, moins on a le temps de l'organiser. Et moins on a le temps de l'organiser, plus elle est déficiente sur le plan de l'environnement et sur le plan de l'engorgement de nos rues. Donc là aussi, ce n'est pas parce que les industriels ne veulent pas ou les commerçants ne veulent pas faire la chose ou les logisticiens. C'est parce que nous, en tant que clients, là aussi, on est schizophrène. C'est-à-dire qu'on dit, ah bah oui, quand même, il faudrait que ça produise un peu moins de circulation dans nos villes, mais en même temps, quand on passe une commande, on veut être livré très très vite. Donc là, il y a un travail qui doit être fait aussi et une prise de conscience collective sur ces sujets, parce que sinon, on aura du mal à s'en sortir. Donc voilà un petit peu les points qui... T'as fini ? Oui, enfin, je ne sais pas, tu as d'autres choses que tu voulais que je dise ? Non, vas-y. Est-ce que je peux te parler d'autre chose, hein ? Non, mais c'est pas... Tu avais des slides à Non, projeter. j'avais des classes sur D'autres sujets. points, Je d'accord. pourrais peut-être reprendre tout à l'heure. Très bien. Merci beaucoup, Claude. On l'applaudit, c'était... J'étais inquiète parce que je voyais le temps qui passait. J'ai dit, mais il a encore 4 slides à dérouler. Non, mais c'est pas grave. J'ai pas eu besoin de ça. Très bien, c'est très, très clair sur voilà, l'enjeu pour la logistique, le transport. Et c'est vrai que ça s'interroge sur la problématique de mutualisation. Et, mot important, transversalité, j'ai retenu également.
Peut-être que dans les témoignages qui suivent, d'ailleurs, vous pourrez rebondir sur l'impact et sur les propos de Claude, parce que la logistique est un petit peu tant en amont, en aval, avec les consommateurs. De fait, ça m'amène au duo numéro 2 sur la gestion urbaine, avec d'abord la mise en perspective, contexte, par Bruno Lost, président d'Indigo, mais également vice-président Auré, représentant les entreprises. Bruno, qu'en est-il de la gestion des espaces urbains et pourquoi et comment l'économie circulaire peut être intégrée dans la gestion des espaces urbains? Oui. Très rapidement, juste pour présenter Indigo, puisqu'on n'est pas aussi connu qu'ArcelorMittal quand même. Donc on est un cabinet de conseil d'ingénierie en développement durable et donc on accompagne depuis 30 ans en particulier les collectivités dans l'aménagement urbain, aussi bien dans les aspects de la planification urbaine et l'urbanisme que dans les aspects techniques comme la mobilité, la gestion des déchets, la gestion de l'énergie, la construction, etc. Donc on a, je dirais, un petit retour d'expérience concrète sur ce sujet à travers l'accompagnement des collectivités. Donc la ville, l'espace urbain, pourquoi? D'abord, on connaît l'importance de la ville, je ne reviens pas dessus, un habitant sur 2 sur la planète qui vit en ville, 70% des émissions de gaz à effet de serre, et ça va faire que croître. La table ronde hier sur l'Afrique, on disait qu'on aurait dans les prochaines années 1 milliard d'urbains de plus sur le continent africain. Donc on a 2 enjeux sur la ville, c'est effectivement les villes du vieux monde qu'il faut transformer et les villes des autres pays qui vont pousser, se développer, y compris des villes entières qui vont être construites. Donc moi j'ai tendance à dire que du point de vue qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la question des ressources et des émissions. Les villes, c'est un peu des ogres. C'est des ogres qui avalent et qui recrachent. Alors qui avalent quoi? Des matériaux, de l'énergie, mais aussi des flux d'informations, il ne faut pas l'oublier. Et le recrache, qu'est-ce qu'il recrache? Et il recrache des déchets solides, des déchets liquides, des déchets gazeux, mais aussi de la chaleur, et puis aussi de l'information, qui aujourd'hui doit être dans nos préoccupations si on veut arriver à pouvoir faire évoluer les choses. Donc aujourd'hui, on est encore sur quelque chose de très linéaire, c'est-à-dire que la ville absorbe énormément, elle recrache énormément, et en fait, on va dire qu'elle est une espèce de gros parasite sur la planète. Et donc l'enjeu de l'économie circulaire, c'est de voir comment on peut arriver à baisser la pression, à la fois dans ce qu'elle consomme et à la fois dans ce qu'elle rejette. Donc en continuant sur la question maintenant, comment on peut appréhender cette question, comment on peut arriver donc à réduire cette pression. Donc il y a différents leviers. Moi je dirais que le premier levier, c'est en fait d'aller vers une vision systémique. Alors très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à complexifier des flux qui jusqu'à présent étaient très simples, parce que c'était plus facile à gérer. Il faut arriver donc à séparer les flux aujourd'hui et à les détoxifier. Donc pourquoi les séparer? Parce que si on veut arriver aujourd'hui à être plus pertinent sur ce qu'on consomme et ce qu'on rejette, ça veut dire qu'il faut qu'on ait des flux plus différenciés. Je vais prendre quelques exemples sur l'eau, puisque l'intervenante suivante va plutôt donner des exemples sur l'énergie et sur les matériaux. Donc j'ai choisi de donner quelques exemples sur l'eau sur cette intervention. Donc est-ce qu'on a besoin d'avoir de l'eau potable pour arroser son jardin? Donc on voit cette question très simplement au niveau des flux de consommation. Et un autre élément sur cette question de la toxicité, c'est aujourd'hui, à partir du moment où on mélange les flux, et la ville est très bonne pour tout mélanger, tout brasser, et en particulier pour brasser les produits qui sont toxiques avec les autres. Et si on veut rentrer dans une économie de circularité, si on veut faire du réemploi, de la réutilisation, du recyclage, etc., à partir du moment où on commence à mettre des produits toxiques mélangés avec des produits qui ne le sont pas, ça devient beaucoup plus difficile, voire impossible d'arriver à faire du recyclage. On sait que l'économie, elle est construite d'abord sur quoi? C'est pas sur la technique, elle est construite sur la confiance. Et pour que les acteurs aient confiance les uns avec les autres, il faut qu'on ait des produits sur lesquels on peut avoir confiance. Et donc là, il y a un énorme enjeu de l'économie circulaire qui est cette question de la détoxification des flux. Alors pour prendre un exemple très simple sur l'eau, là aussi, on sait qu'on a des quantités très importantes de petits déchets toxiques qui sont jetés dans les réseaux par les ménages, par les artisans, et qu'on va retrouver tout au long de la filière et qu'on va retrouver au final dans les bouts de stations d'épuration et qui vont poser des problèmes pour leur valorisation. Donc là, on est cette question, comment on peut arriver à empêcher,
à prélever en amont, à séparer ces flux toxiques des autres flux pour qu'on puisse arriver à les valoriser. Alors séparer les flux, d'autres exemples, on le voit, avant on était quasiment sur des réseaux simples, hein. On avait un gros tuyau avec de l'eau potable, on va dire, je caricature un tout petit peu, mais un gros tuyau avec de l'eau potable pour différents usages, et puis après on collectait toutes les eaux, voire à une époque on mélangeait les eaux pluviales avec les eaux usées pour aller vers une grosse station d'épuration pour traiter tout ça, mal en général. Donc un exemple très simple, c'est effectivement, on a commencé par séparer les eaux pluviales des eaux usées, mais aujourd'hui on commence à séparer les eaux pluviales en ce qu'on appelle les eaux pluviales claires, c'est celles qui vont être sur les toitures, sur des espaces naturels, et les eaux chargées qui sont en particulier sur les surfaces de roulement où là effectivement il y a une pollution. Donc on peut déjà avoir un deuxième réseau, et effectivement les eaux usées en troisième réseau. On a aujourd'hui des quartiers de ville, voire des villes qui rentrent dans des approches de réseau, donc de triple réseau, qui permettent d'arriver à faire des choses plus intelligentes derrière. On pourrait avoir la même chose tout à fait en aval, au niveau des stations d'épuration, où effectivement, là aussi, plutôt que de simplement essayer de se dire on va tout traiter pour rejeter dans la rivière ou dans le milieu naturel, on peut là aussi travailler sur du recyclage de différents types d'eau qui pourront être adaptés à de l'irrigation, à l'utilisation industrielle pour du refroidissement ou des process, voire pour recharger les nappes. Il y a un exemple intéressant dans le Guy Doré, justement, sur une station de Suez, donc en Californie, sur une station assez importante de West Basin. Et là, on va jusqu'à en fait recharger la nappe pour éviter la salinisation, puisqu'on est en bord de mer, pour éviter la salinisation des eaux. Donc là aussi, en séparant des flux, on peut permettre du recyclage et de la valorisation. Après, derrière cette notion de système, on va être sur les choses plus classiques, hein, un peu les 3 R qu'on voit d'habitude. Hein, c'est effectivement c'est réduire, réemployer et utiliser des ressources renouvelables. Donc réduire, il faut aller jusqu'au bout de la question, là aussi, des modèles de consommation. Alors sur l'eau, je vais te dire quelque chose qui va peut-être embêter certains industriels du MEDEF, mais bon, ils ne sont peut-être pas forcément dans la salle. Mais est-ce qu'on a besoin de consommer de l'eau en bouteille, de l'eau de source en bouteille? Je ne parlerai pas des eaux minérales, hein, mais au moins des eaux de source qui sont identiques aux eaux qu'on peut avoir dans l'eau du robinet quand elle est de qualité. Est-ce qu'on a besoin de tout ça? Je veux dire, à un moment donné, c'est des flux qui arrivent, qui rentrent dans la ville, avec là aussi des camions, des entrepôts, etc. Et une fois qu'on a bu sa bouteille, on la jette. Alors bon, quand on le fait bien, on la jette dans le bac à recyclage, mais derrière, on a donc dans tous les cas un flux de plastique à collecter. Dans beaucoup de cas de figure, on pourrait simplement utiliser de l'eau qui arrive sur son robinet, et là, on commence à rentrer dans une optique peut-être de meilleure sobriété. C'est lutter contre le gaspillage. Ça, c'est très important. On sait que sur les réseaux d'eau, en fait, on a des pertes. Donc là aussi, il faut commencer par boucher les trous. Donc tout ça semble trivial, mais en fait, c'est l'ensemble des mesures qui vont permettre d'arriver à diminuer les flux et la pression. Et enfin, il faut arriver à favoriser le réemploi, le réutilisage à tous les niveaux. On connaît l'exemple classique de réutiliser donc les eaux pluviales claires pour l'irrigation. C'est des choses qui commencent à être intégrées maintenant dans les conceptions urbaines, dans les nouveaux quartiers ou dans les nouvelles villes. Je rajouterais quand même donc deux points qui me semblent fondamentaux. Oui, pardon. Le troisième, j'ai oublié, c'est sur la partie des ressources renouvelables. Alors c'est vrai que les villes ne sont pas forcément très bonnes. N'ont pas toujours une possibilité d'être producteurs. Bien qu'il faut qu'on soit aussi dans cette logique, c'est-à-dire pas être seulement consommateur, être consommateur et producteur. Donc les territoires des villes ne sont pas forcément les plus adaptés, même si je pense qu'il y aura des exemples sur l'énergie où c'est plus facile. Un exemple peut-être au niveau de l'eau, c'est effectivement comment on peut valoriser le potentiel énergétique qu'on peut avoir dans les eaux usées. Ça peut se faire au niveau d'un immeuble. On peut très bien récupérer la chaleur de la douche des gens qui sont à l'étage entre la chute d'eau entre les derniers étages et le rez-de-chaussée pour préchauffer le bâtiment. Ça peut se faire au niveau du quartier, etc. Donc là, on est aussi sur des potentiels de valorisation de ressources locales. Et je rajouterais 2 éléments qui me semblent très importants. Si on veut que ça marche, tout ça, c'est quand même associer l'ensemble des parties prenantes, et en particulier les usagers,
pour être sur des systèmes dans lesquels ils sont vraiment partie prenante. Hein, l'exemple dont je parlais tout à l'heure, si on veut éliminer tous les déchets, tous les toxiques qui sont jetés dans les éviers, on le fera qu'avec la participation des habitants. Et enfin, le dernier élément, c'est le fait que dans tous les cas de figure, les villes ne peuvent pas être autonomes, ça c'est par nature. C'est des concentrations humaines qui de toute façon ne sont pas supportables sur le territoire de la ville. Donc il faut que les villes aussi elles soient capables d'arriver à connecter leur fonctionnement avec les territoires qui sont proches, dans une vision de durabilité. Donc l'enjeu de l'économie circulaire sur la ville, c'est le territoire de la ville, mais aussi la ville avec les territoires qui sont proches. Et là, je prendrai un exemple qui va rejoindre la question de la biodiversité qui est chère à Auré. C'est l'exemple de la ville de New York qui, à un moment donné, à une époque, s'est posé la question par rapport à son alimentation en eau potable et a préféré protéger le bassin versant d'un secteur qui pouvait l'alimenter en eau plutôt que de construire une station d'épuration pour traiter cette eau. Et là, on est dans la question des services écosystémiques qui sont rendus par les territoires qui sont autour des villes, que ce soit pour l'eau, pour l'alimentation ou pour l'énergie. Il y a de nouveaux liens qu'il faut arriver à construire. Et en fait, on a une double circularité, des petites boucles qu'on peut avoir localement dans les bâtiments, les quartiers, sur la ville elle-même, mais aussi entre la ville et les territoires qui sont autour. Merci beaucoup, Bruno. On peut l'applaudir. L'exemple de l'eau est un exemple qui nous parle à tous dans notre quotidien. Et combien sommes-nous à être frustrés lorsqu'on ne peut pas, dans le cadre d'une construction d'une habitation, utiliser les eaux pluviales pour autre chose que de la consommation, je dirais, de base. Alors justement, ça m'amène à la transition immobilière, j'ai envie de dire, avec Christelle Capdupuis, directrice développement durable. Bouygues est investi et mobilisé depuis longtemps pour des démarches soit HQE, soit approche environnementalement correcte et pour le développement durable. Et de fait, si on fait le lien avec COP21, ma question sera la suivante. Comment Bouygues Immobilier allie performance énergétique, qui est une attente, il faut que l'habitant soit bien dans son habitation, qu'il ait le confort souhaité, ça a été évoqué tout à l'heure, la schizophrénie entre je voudrais participer aux grands enjeux de développement durable, mais sans que mon confort en soit affecté. Donc comment allier performance énergétique et économie circulaire dans vos offres et dans les projets d'aménagement? Je vous cède la parole. Merci. En fait, on va rejoindre ce que disait Bruno, c'est-à-dire vraiment l'objectif de diminuer la pression sur les territoires. Donc l'objectif de Bouygues Immobilier est bien évidemment de comprendre et de participer à l'élaboration d'écosystèmes urbains économes en ressources, notamment en énergie et en matériaux. Donc sur la partie énergie, on va dire, on a vraiment une approche à l'échelle du bâtiment et une approche à l'échelle de l'îlot, voire du quartier. L'approche à l'échelle du bâtiment va consister à réduire les consommations énergétiques, notamment par une architecture bioclimatique, donc avec des façades orientées nord-sud pour limiter vraiment ces besoins énergétiques, avec des matériaux également à changement de phase. Et puis on va aller plus loin avec la production d'énergie sur site, d'énergie renouvelable. Donc par exemple, on a des bâtiments en tertiaire qui s'appellent nos green office, sont des bâtiments à énergie positive et qui vont être au-delà de l'architecture bioclimatique sur alimentation à base de photovoltaïque, de géothermie, de cogénération, donc de biomasse à huile végétale dans un réseau de moins de 100 km pour éviter trop de transport également. Donc tout ça pour produire de l'énergie autant qu'il n'en est consommé sur site, voire d'en produire plus pour le restituer au réseau local, qui est aussi une manière finalement de travailler la synergie avec le territoire existant. Et puis quand on est à l'échelle d'un îlot ou d'un quartier, eh bien, ça va nous permettre d'adresser également la question de la mixité des usages, qui permet d'aller plus loin encore dans l'optimisation des énergies. Donc il n'y a pas très longtemps, il y a 3 semaines, on a livré le premier îlot à économie positive en Europe, Icari, à Lyon, sur le quartier de Confluence. Donc c'est 12 000 m² de logements, de bureaux et de commerce, donc qui, au-delà, encore une fois, de l'architecture bioclimatique, là on est également en géothermie, en cogénération sur huile de colza et en photovoltaïque. Et puis on a également un système numérique en fait, de gestion des données sur les bâtiments qui permettent en fait, de lisser les pics de consommation, puisqu'on sait très bien qu'en fonction des besoins entre un logement et un bureau, on ne va pas avoir les mêmes besoins selon qu'on est le week-end, la semaine, le jour, la nuit, etc. Et puis le dernier exemple que je donnerai sur l'énergie, parce que je trouve qu'il est très, très révélateur des synergies potentielles avec les territoires, c'est les smart grids. Donc pareil, on a un territoire d'expérimentation à Issy-les-Moulineaux. Donc on a un smart grid qui s'appelle Issy Grid, en expérimentation depuis 2012.
Donc on a un écoquartier qui s'appelle Fort d'ici, donc où il y a à peu près 1600 logements, avec également des commerces, et donc ils vont être connectés en fait sur ce smart grid, avec également des équipements publics, des lampadaires de la ville d'Issy-les-Moulineaux, qui permettent d'avoir une approche beaucoup plus globale en fait des consommations d'énergie. Donc ça, voilà, c'est tous les éléments qu'on peut mettre en place au niveau de l'énergie en partant du bâtiment, tout en allant jusqu'à l'optimisation du territoire avec l'existant, parce que ça c'est important. Oui. C'est pas parce qu'on est un promoteur qu'on doit regarder que ce qu'on va construire et apporter, mais c'est également comment on optimise ce qui est déjà dans le territoire. Et puis je vais revenir sur les 3 R sur la partie matériaux. Donc depuis 2015, en fait, c'est un sujet qu'on commence à regarder de très près, qui va être comment limiter l'empreinte matériaux de nos bâtiments. Donc Bruno l'a très bien expliqué, on a la partie effectivement matériaux recyclés, on va avoir la partie matériaux recyclables. Donc ça c'est un point extrêmement important quand on parle d'économie circulaire, sur lequel les collectivités commencent à nous interroger, c'est comment anticiper la recyclabilité des bâtiments en fin de vie. Donc c'est-à-dire, Bouygues Immobilier, très bien, vous allez nous concevoir des bâtiments, mais comment dans 40 ans finalement on va pouvoir réutiliser ces matériaux, recyclés ou réemployés. Et donc le 3e R, le réemploi, alors celui-là, il est vraiment extrêmement porteur d'opportunités, c'est-à-dire finalement comment utiliser les matériaux qu'on va avoir sur de la déconstruction, pas de la démolition, de la déconstruction. Et Bruno, vous avez parlé de détoxifier les flux, et je suis bien en ligne avec vous sur la question des matériaux, c'est primordial. Donc comment à partir des matériaux qu'on va utiliser, qu'on va déconstruire sur un chantier, on va pouvoir les utiliser sur un chantier en parallèle. Alors là-dessus, je vais vous donner un exemple. On a un chantier de déconstruction à Montrouge de 14 000 m², donc dans les Hauts-de-Seine. Et en fait, on a 2 approches. On a eu une approche in situ et une approche ex situ. Alors, une approche in situ, je ne vais pas rentrer trop dans les détails techniques. Mais globalement, on avait des colonnes de soubassement, donc dont les propriétés mécaniques n'étaient plus suffisantes pour pouvoir être réutilisées en colonnes de soubassement. Ce qu'on est en train de faire, c'est de regarder techniquement, de découper ces colonnes de soubassement pour les utiliser en dallage de pavage extérieur, parce qu'on n'est pas du tout sur les mêmes propriétés mécaniques. Et un deuxième exemple qui me paraît extrêmement intéressant dans l'approche ex situ, c'est savoir qu'en parallèle, on a un ancien site en fait, d'un laboratoire pharmaceutique que je ne citerai pas, sur lequel on a de la déconstruction de paillasses en céramique, et on est en train de regarder comment finalement utiliser ces paillasses en céramique pour faire les plans des vasques dans les sanitaires sur ce nouveau projet immobilier. Donc voilà, tout ça est extrêmement important. Alors c'est un nouveau métier pour la promotion immobilière. Encore une fois, je reviens sur la détoxification des flux, parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on passe de la destruction, de la démolition à la déconstruction, ce qui n'est pas du tout la même chose. Donc le métier de promoteur immobilier évolue par rapport à ça. Les métiers des filières doivent évoluer par rapport à ça. Et puis finalement, ce qu'on aimerait, c'est que dans 20 ans, dans 30 ans, c'est que les bâtiments soient finalement des banques de matériaux pour permettre vraiment d'avoir un épuisement des ressources minimalisé par rapport à ça. Voilà. Merci beaucoup. Alors, le bâtiment, on a vu à travers la gestion urbaine que le bâtiment est essentiel. Et je renvoie d'ores et déjà un petit fascicule qui est publié par le ministère de l'Écologie, qui décrypte rapidement et simplement les 120 pages, 2300 amendements de la loi de transition énergétique. Donc, allez-y, au moins c'est clair, c'est simple. Et concernant le bâtiment, ils évoquent en introduction, le secteur du bâtiment représentait 44% de la consommation énergétique de la France en 2012. Il est le plus important consommateur d'énergie et constitue un gisement majeur d'efficacité énergétique. 123 millions de tonnes de CO2 sont émises par an par le bâtiment. Donc on voit que par rapport à la COP21 et par rapport à la problématique de ce salon sur le climat, il y a un focus qui existe depuis le Grenelle de l'environnement, très clairement, un focus sur le bâtiment qui se trouve renforcé considérablement dans la loi de transition énergétique. Donc les exemples que vous donnez, que ce soit ici les Moulineaux ou plus généralement des îlots à énergie positive, s'inscrivent complètement en anticipation, c'est ça qui est important, en anticipation de ce que sera demain la norme réglementaire obligatoire. Ce qu'il faut voir dans le bâtiment, c'est qu'on commence par des labels, par des normes volontaires qui après se transforment en contraintes réglementaires. Donc autant anticiper, et vos exemples sont très pertinents de ce chef. Alors notre troisième duo, nous avons vu le transport, nous avons vu la gestion urbaine, et nous passons à présent, à une échelle un peu plus vaste, à l'aménagement. Marc Kaczynski, directeur général EPF Nord-Pas-de-Calais.
Alors les EPF, vous nous expliquerez, Marc, ce que sont les EPF. Tout le monde ne sait pas ce qu'est un EPF. Très clairement, vous avez un rôle en tant que dans les EPF, un rôle pour développer le sujet de l'économie circulaire et préserver les espaces fonciers. Donc expliquez-nous en quoi, à l'amont, parce que là on se situe en amont, hein, plus l'aval, quelque part la construction, là on est à l'amont, comment à l'amont les EPF envisagent d'intégrer l'économie circulaire dans leurs réflexions. À vous, Marc. Merci. Vous voulez la oui, j'ai juste deux slides à évoquer. Voilà, merci. Donc je pense qu'on doit en faire de l'économie circulaire sans trop le savoir. Hein. Il me semble bien parce que l'établissement public foncier du Nord-Pas-de-Calais que je représente, que je dirige déjà depuis de nombreuses années, est un opérateur qui a été créé par l'État en 1990 pour remettre en état des friches industrielles, en particulier en Nord-Pas-de-Calais, mais nous avons été créés sur le modèle de celui de Lorraine, de celui de Normandie, et aujourd'hui il y en a 13 en France, dont 4 en Île-de-France qui sont en train de fusionner pour avoir un seul opérateur. Et je pense qu'il y en aura d'autres. Et avec les nouvelles régions, je pense qu'il y aura aussi des extensions d'EPF. Donc nous sommes un mouton à 5 pattes, c'est-à-dire un établissement public de l'État avec des conseils d'administration de collectivités territoriales, des représentants du terrain, du territoire. Et donc c'est ce qui nous donne cette possibilité d'être à la fois, j'allais dire, dans l'inscription de politique de l'État sur l'ensemble de la France et en même temps très opérationnel en liaison avec des collectivités et donc dans le cadre de gouvernance partagée, de démarches contractuelles, etc. En ce qui concerne le PF Nord-Pas-de-Calais, nous avons requalifié à peu près 5000 hectares de friches depuis la création de l'établissement et nous avons donc réalisé plus de 250 millions d'euros de travaux de remise en état. Et depuis quelques années, nous intégrons les travaux de traitement de pollution, de désamiantage dans nos opérations. Donc, je reviendrai sur le rôle des EPF. Je souhaitais introduire cette discussion sur l'économie circulaire dans le champ de l'aménagement en essayant de resituer le foncier par rapport au développement durable. Je vais être très rapide, et en particulier par un schéma, et de revenir effectivement sur la question de l'économie circulaire. Donc, je vais dans ce sens-là. Voilà, je vous soumets un petit schéma. Alors, le schéma est divisé en deux parties, au-dessus, en dessous. Au-dessus, nous sommes dans le référentiel du temps. En dessous, nous sommes dans le référentiel de l'espace. Ça veut dire quoi ? Quand on aborde les questions de développement durable, en fait, nous articulons, nous cherchons à articuler 3 grands champs de préoccupation, le développement économique, l'équité sociale, on va dire, et la protection de l'environnement. Et on le fait dans une logique, on va dire, temporelle. En français, développement durable, ce sont 2 concepts temporels. Et durable et développement renvoient à la notion de temps. Et quand on s'intéresse à l'intervention opérationnelle dans le champ du développement durable, on se retrouve automatiquement sur le territoire. Et donc la question, mais comment passe-t-on du concept à l'action, comment passe-t-on du temps à l'espace ? Et pour moi, il n'y a qu'une seule, il y a une porte, la porte s'appelle le foncier. Et donc le foncier, c'est à la fois un objet économique, c'est un support indispensable à la production de biens et de services, et donc à ce titre, il organise l'espace, mais c'est vrai au niveau planétaire, en termes de réseau, de polarité de réseau. C'est aussi un espace social, c'est un rapport social par le droit de propriété, par ses dimensions juridiques, et donc il organise en fait les ségrégations sociales, spatiales et les espaces de solidarité. Et enfin, c'est donc une ressource naturelle. Et en tant que ressource naturelle, il appréhende l'espace en tant qu'écosystème. Et se poser la question de l'aménagement du territoire, du point de vue de l'aménagement durable, c'est essayer de trouver les bonnes équations du foncier de telle façon qu'il puisse rendre compatibles les territoires de l'action économique, les réseaux et les pôles, les écosystèmes et les espaces résidentiels, les espaces de vie. Voilà, donc ça c'est une première façon de reposer la question du foncier autrement que
le foncier de l'habitat est un blocage pour, etc. Indépendamment du fait que ça l'est un peu. Mais voilà. Deuxième temps dans la démarche, c'est répondre à la question qui est posée. Merci. Voilà. Alors, du coup, je me suis documenté un peu. J'ai trouvé dans les documents que vous, chère présidente, vous m'avez transmis, j'ai trouvé ce document-là. Je me suis dit, d'abord, c'est intéressant, c'est circulaire et tout. On est sur la bonne voie. Tout va bien. C'est par ce bout-là qu'il faut le Marc. prendre. Voilà. Je me suis dit, je mets le foncier au milieu. Que se passe-t-il? Donc, si je m'interroge sur l'éco-conception et que je transpose les propos, ce qui est tenu sur l'éco-conception, prendre en compte tous les impacts environnementaux sur l'ensemble du cycle de vie, de la conception, etc. Je me dis, bon, au fond, là, on a nos outils pour l'aménagement du territoire, pour le traitement du foncier. C'est l'aménagement du territoire au sens national du terme, c'est l'aménagement régional, c'est les schémas de cohérence territoriaux, c'est l'aménagement opérationnel. Et je vous invite tout de suite à appréhender cette question à tous les étages, à tous les niveaux territoriaux, dans la mesure où ils sont tous emboîtés les uns avec les autres. On peut dire aussi écologie industrielle et territoriale, donc deuxième item. On peut adapter un peu, on peut dire au fond, ce qui nous intéresse là, c'est les modes d'organisation mis en place par les acteurs, qu'ils soient publics ou privés, pour, sur un même territoire, gérer cette ressource. Si on descend là sur la consommation responsable, là aussi on peut se dire, évaluer ce dont on a besoin. On fait des études d'évaluation de gisements. Alors, à l'époque des années 70, le gisement, c'était les espaces agricoles, et puis on avait des calculs savants d'évolution démographique qui permettaient de savoir combien on allait consommer d'espaces agricoles et comment on allait les équiper. Aujourd'hui, la question, c'est comment évalue-t-on les gisements du renouvellement urbain, friches industrielles, friches de toute nature et espaces dégradés, puisque c'est là-dessus qu'il faut se repositionner. Ensuite, le deuxième point dit de l'approvisionnement durable, là, il y a une spécificité du foncier sur un territoire, c'est que c'est une ressource finie. Vous prenez l'île de France, vous calculez le nombre de mètres carrés, elle ne va pas s'agrandir. Et donc, tout usage du foncier pour un objet, l'empêche d'être utilisé pour un autre. Et donc, on est dans une boucle fermée et où l'enjeu, c'est comment utilise-t-on de façon optimale ce foncier. Et ça nous renvoie bien sur la question du recyclage, qui est donc aussi au cœur de nos préoccupations. C'est effectivement une façon de bien utiliser le foncier que l'on a, c'est d'essayer de le recycler en ayant en tête que le recyclage, notamment des usages anthropisés, est indispensable dans la mesure où on a des effets d'irréversibilité dans les usages. C'est-à-dire que vous pouvez, une fois que vous avez bien pollué le site, au bout de quelques décennies d'activité, pour revenir en arrière, pour lui retrouver une fonction écologique ou productive, agricole, etc., c'est effectivement plus difficile. Et donc ça, c'est un sujet important. Je distingue là aussi deux échelles. L'échelle dite du recyclage par le renouvellement urbain, au sens général du terme, et le recyclage foncier de façon plus spécifique. Alors, pourquoi? Parce que recyclage foncier, on peut très bien acheter une friche, elle fait 5 hectares, elle est desservie par une voirie existante, on s'occupe de ce qui se passe à l'intérieur de la friche, on recrée des usages, on rebâtit, etc. On dépollue bien sûr au passage, et finalement, on réamortit les équipements structurants qui ont été produits au cours des décennies précédentes. Donc on est là sur une logique économique où on poursuit l'amortissement des équipements qui ont déjà été créés. Et le deuxième, le renouvellement urbain, c'est quand on est au fond conduit, pour des tas de raisons, à rééquiper, c'est-à-dire détruire des équipements existants d'infrastructures et rebâtir une tramviaire, refaire un aménagement. Ça, c'est aussi une opération de renouvellement urbain, de recyclage foncier, mais qui coûte beaucoup plus cher puisqu'elle implique la recréation d'équipements publics. Donc, quand on pense recyclage foncier, il faut se poser la question de, au fond, quelle est la bonne échelle pertinente
Est-ce qu'il faut continuer à faire des grandes opérations d'aménagement en tissu urbain pour recycler, ou est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux de travailler de façon plus fine à la dentelle, sur des îlots, etc. Donc 3, 4, ça nous amène à l'économie de la fonctionnalité. Et là, c'est vraiment une question intéressante pour le foncier. Parce que vous n'imaginez pas en France d'acheter une maison sur un terrain qui ne vous appartient pas. En beau amphithéotique, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Encore, du logement locatif, on pourrait l'imaginer, et ça se fait. Et donc là, la déconnexion entre la notion de propriété et la notion d'usage, c'est vraiment un sujet pour le foncier qui est tout à fait neuf et qu'il faudra effectivement investir. Ça se fait, je sais qu'en Chine, par exemple, il n'y a pas de propriété privée, hein, donc il y a l'État, il y a les collectivités, et tous les rapports d'usage le sont par des baux et des systèmes de prêts, etc. Je ne dis pas que ça marche mieux, mais la même question est posée, hein, la question de la régulation. Hein. Alors, pour revenir donc sur les établissements et l'économie circulaire, bien sûr qu'en intervenant de cette façon-là, nous contribuons à participer au développement d'une économie circulaire. Je précise une chose concernant le foncier. Bien sûr, il y a le recyclage des matériaux. Hein, mais pour moi, la question du recyclage foncier, ce n'est pas la somme des questions du recyclage des matériaux. C'est vraiment comment on réutilise, on réaffecte des usages à des biens qui ont un usage et un statut juridique. Et que au fond, c'est une sorte de recyclage juridique qu'il s'agit de prendre en compte dans cette question. Et l'impact sur le climat et la biodiversité, il est assez direct, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous vous arrangez pour remettre sur le marché des terrains prêts à être réemployés après traitement des pollutions, etc., en site urbain, vous épargnez des consommations périphériques de terrains agricoles. Et sur les terrains recyclés, vous pouvez aussi installer des fermes urbaines. Vous pouvez aussi produire de l'énergie. Enfin, vous avez des tas d'autres usages, autres que l'usage résidentiel, qui peuvent venir s'y installer en fonction justement de la qualité des sols et de la compatibilité des usages avec risque résiduel calculé. Voilà, madame. Merci beaucoup, Marie. Il y a un mot important qui a été utilisé pour l'aménagement, enfin dit plusieurs, c'est la lutte contre l'étalement urbain que vous avez évoqué indirectement, Marc. Et ça résulte de la loi Allure, dont l'une des visées était bien sûr de lutter contre l'étalement urbain pour aller vers une densification, donc de l'aménagement du territoire. Alors la ZIP, Salès Sablon, Vincent Daon, directeur d'Inspira, peut-être nous dire ce qu'Inspira, et puis de façon concrète, parce que là on est dans une très belle réalisation. C'est quoi cette ZIP et comment la ZIP en amont et aujourd'hui intègre toutes les notions d'économie circulaire? Je crois qu'on peut le présenter ainsi. Merci. En effet, ça fait très bien le lien avec le volet foncier, mais aussi les questions qui ont été posées précédemment sur le métier industriel. En effet, ça s'appelle une ZIP. Il y en a une 60aine en France. C'est une zone industrielle et portuaire. Il y en a une quantité pas possible en France. C'est une zone industrielle qui est née en 77 sous prétexte qu'on a créé un canal. Et un canal pour créer de l'hydroélectricité. Donc un barrage derrière. Pourquoi on a souhaité un barrage ici? Parce qu'on a aménagé le Rhône, mais aussi parce qu'il y avait une unité de production chimique très importante avec plus de 5000 salariés et qui produisait un certain nombre d'intrants chimiques pour la France entière. C'était en 77. Et en effet, on était sur le volet étalement urbain, dont on vient de parler sur le foncier, et on prévoyait des grandes extensions. Sauf qu'entre 77 et je dirais le début des années 2000, il y a eu deux petites implantations, enfin plutôt grandes implantations, on va dire, d'opportunités, sans aucune réflexion d'aménagement global du territoire, en dehors de « ok, il y a de la chimie qui produit, ok, on a un canal qui fonctionne bien, donc on va mettre un port », mais aucune vision globale. Et je dirais la région Rhône-Alpes, le département de l'Isère et la communauté de communes du Pays Roussillonnais ont souhaité se grouper ensemble pour dire là, il y a des enjeux très forts. Ça me permet de faire la localisation géographique de cette zone industrielle et portuaire qui est à 30 minutes de Lyon, au sud, au bord du Rhône. C'est pas un hasard si on le présente comme ça et qu'on a changé de nom en effet. C'est que dans cette dynamique de projet, nos élus ont d'abord parlé de création d'emplois. Ok, très bien. Puis peu à peu, dans les discussions que moi j'ai conduites avec eux il y a quelques années, c'est de dire mais
certes création d'emplois, mais peut-être qu'il faut déjà s'occuper de l'industrie existante. Et comment elle est étrangement bien positionnée et bien installée sur ce territoire. Qu'est-ce qui fait qu'elle vit bien l'industrie sur ce territoire? Les habitants, on peut comprendre. On a un parc naturel régional, les habitants, ils y sont très bien. Proximité de Lyon, très bien. Mais l'industrie, comment se fait-elle qu'elle vit bien ici? Évidemment, il y a ces marchés. Mais il y avait surtout quelque chose de plus caché. C'était les collaborations inter-entreprises. On était avec une plateforme chimique, qui est devenue plateforme chimique, qui est au départ un industriel, qui aujourd'hui, c'est 15 industriels. Et qui partagent une quantité de services très impressionnante. Je dirais, c'est des pompiers en commun, mais ça va jusqu'à des laboratoires d'analyse, jusqu'à des flux physiques, d'échange d'azote, d'hydrogène, et j'en passe, et des meilleurs. Et nous, on s'est dit, là, on est en train de mettre un quartier juste à côté, parce que moi, j'appelle ça une zone industrielle, mais c'est un quartier, ni plus ni moins. C'est un quartier, certes, industriel. Et puis, peu à peu, en discutant, les élus ont dit, oui, mais on veut conforter ce volet industriel. Et on a écrit le mot, et on s'est permis de dire espace industriel, responsable et multimodal. Parce qu'évidemment, vous n'avez pas d'industrie sans transport. Et en Isère, on est bien passé pour le dire, puisqu'on a quand même une grande plateforme dite logistique, mais on va surtout dire un énorme parc industriel dédié à la logistique. Et on parle même d'usines logistiques systématiquement. Justement pour bien expliquer que c'est créateur d'emplois aussi la logistique. Et que ça a une vraie vie. Alors, c'est vrai qu'au sein de cet espace industriel, à partir de cet état des lieux, on y a mis un certain nombre d'ambitions. Vous voyez, c'est de dire, bon, certes, on va respecter la réglementation, mais montrons-le à la population. Parce qu'on s'est rendu compte que nos industriels, eux, sont certifiés. Et ils ne nous ont pas attendus. Tous sont quasiment ISO 14001. Nous, aménageurs du territoire, sous prétexte qu'on est collectivité, sous prétexte que nos députés du territoire votent aussi des lois, il faudrait que nous aussi, certes, on les respecte les lois, mais qu'on montre qu'on est dans le même cadre de référence. Donc c'est un choix qui a été porté par Inspira, de dire, nous aussi, on sera ISO 14001, voire EMAS, parce qu'on souhaite aller un petit peu plus loin. EMAS étant le label au niveau européen. Et puis, dans ces discussions, on s'est posé aussi la question du foncier. On s'est dit, OK, plateforme chimique, le foncier se régénère parce que les industriels entre eux trouvent des accords. Ils ont souhaité partager. Mais parfois, il y a des blocages. Et on s'est dit, on vit quand même dans un territoire un petit peu plus éloigné du nôtre, un petit peu plus au sud, où on a vu quelques friches, ici ou là, d'industriels, liés par exemple à la production d'amiante. Et l'amiante, le site, hop, s'arrête, fin de production. Site à dépolluer. Et là, en effet, les EPF sont très bien positionnés. Sauf que nous, là, on est au sein d'un territoire où il y a déjà 20 industriels, 900 emplois sur les 340 hectares, avec un potentiel d'aménagement qui est de 250 hectares. Est-ce qu'on va attendre qu'il y ait des friches pour dire « Ah, on a peut-être pas y penser avant ?» Alors on s'est posé la question du foncier en disant « Mais en fait, est-ce que cet espace industriel, il n'est pas basé sur les services à l'industrie pour que l'industrie soit sur son cœur de métier ?» On a des outils logistiques, on a des flux de matériaux, on a des services à l'industrie. Tout compte fait, le foncier, c'est qu'un service de plus. Et on a été le pousser aussi loin qu'aujourd'hui, dans le produit Inspira, le foncier est mis à bail en disant on cale avec vous la durée qui vous est nécessaire. On cale avec vous, qu'est-ce qu'on fait à la fin, non seulement du foncier en lui-même, mais du bâtiment. Est-ce qu'on le déconstruit? Est-ce qu'on le recycle? Qu'est-ce que l'industriel voudra en faire? Ou il est réinvesti pour un nouvel usage? Parce que là aussi, n'oublions pas, et le secteur logistique, c'est dans ce domaine-là, notamment dans la logistique de matières dangereuses, les normes évoluant très vite, le bâtiment doit aussi évoluer très vite. Donc là, on est sur des domaines des fois très techniques, mais qui nécessitent d'avoir une approche service. Et quand on est dans le service, on est à la fois dans l'économie de fonctionnalité, aussi dans l'économie circulaire, de manière générale. Et moi, j'avais la préoccupation, c'est quand on est territoire, bien souvent, on vient nous voir avec plein d'études pour nous dire, regardez ce qui serait bien de faire, ce qui est intelligent, qui sont les acteurs forts, comment on peut les mettre ensemble. Et en effet, des gens, j'ai un peu d'études à côté de moi, mais nous ont proposé un certain nombre d'études sur comment on pouvait appliquer le concept d'écologie industrielle ou d'économie circulaire sur un territoire. Et au niveau du syndicat mixte, on a fait non, ça ne nous intéresse pas les études. Alors ça a gêné pas mal de monde en disant mais comment ça se fait, la région Rhône-Alpes qui est très impliquée en écologie industrielle, qui lance des appels à projets, et vous, sur ce territoire, cet espace industriel, vous ne voulez pas faire d'études? Non. Et on s'est tourné vers une plateforme d'innovation ouverte qui s'appelle Addis Laboratory, qui est accueillie par le CEA, mais qui accueille notamment Bouygues, mais qui accueille aussi Renault, et un certain nombre d'autres partenaires, en disant comment on peut travailler sur l'écologie industrielle et l'économie circulaire, mais localisée, allant faire de l'innovation appliquée. Donc cette plateforme d'innovation ouverte nous a permis d'aller chercher un certain nombre de partenaires. Donc Engie nous a rejoint, évidemment la plateforme d'innovation ouverte. Nous a rejoint aussi Tredi, qui est une entreprise du site, du groupe Séché, qui travaille sur le recyclage de matériaux spécieux et qui a déjà des boucles de recyclage
ou de valorisation de matière. Et se rejoint dans cette démarche, évidemment, IDIL. C'est une plateforme basée sur l'usine du futur et sur le bon usage du CO2. Intéressant. Je dis, au contraire, ça fait quelqu'un qui est tout à fait pertinent. Et puis, c'est rajouté la Compagnie nationale du Rhône, qui, vous le savez peut-être, est responsable de l'aménagement du Rhône sur toute sa vallée. Et du coup, qui produit de l'énergie. Et qui nous détient une partie du foncier pour le compte de l'État. Et quand on a mis tous ces acteurs-là autour de la table, on a enfin été sur des outils et sur des propositions de services aux industriels. J'avais plus la question de combien de CO2 ou combien de je ne sais quoi la collectivité pouvait afficher en termes d'ambition, mais bien comment on pouvait apporter le meilleur service à l'industrie, mais surtout quel gain pour l'industriel qui vient s'implanter, et en parlant quel gain pour le territoire. Et ça a été, ça y est, on était dans du gagnant-gagnant. Et c'est aujourd'hui le concept qu'on a déployé sur l'ensemble du projet d'aménagement et de développement économique. Ça veut dire que j'entendais les solutions sur l'eau. Ça veut dire que tous les bureaux d'études qui viennent travailler sur l'aménagement, systématiquement, on leur dit, vous ne pouvez pas faire mieux sur le volet énergie. La micro-hydrolienne, là, j'ai entendu parler de ça. Où on le met? Est-ce que c'est possible de l'intégrer dans nos réseaux? À quel endroit? Et systématiquement, on les pousse à aller chercher tous les outils qui permettent de mieux générer. Alors là, on parle d'énergie, mais ça peut être aussi sur la ressource en eau, où on les amène à aller chercher les meilleurs outils, y compris une mutualisation. On a des services industriels, nous, en tant que collectivité, quand on prévoit au schéma d'aménagement de prévoir des réseaux multimatières. Alors là, on me regarde, je vous assure, convaincre des élus qu'on peut avoir demain, dans 5, 10 ans, ou même 2 ans, des réseaux multimatières dont on ne sait pas ce qu'il y a dedans, mais dont il faut prévoir l'espace, c'est assez perturbant. Mais nous, on l'a prévu. Ça veut dire que les industriels, eux, on le sait qu'ils en auront besoin, ils en ont déjà besoin. Il y a déjà des canalisations multimatières qui circulent. Sauf qu'on prévoit leur place, et on prévoit leur usage, et aussi leur entretien, pour qu'aujourd'hui, un industriel qui vient sur l'espace industriel Inspira, à une demi-heure de Lyon, on lui dit, vous êtes au bon endroit, et on vous aide à trouver le meilleur endroit. Vous n'êtes pas sur un foncier disponible, vous allez à tel endroit parce que vous avez une visibilité sur tel ou tel lieu, mais bien au plus proche de vos besoins en tant qu'industriel. Voilà comment on essaie de traduire de manière concrète sur le terrain les éléments de l'économie circulaire. Merci beaucoup, Vincent. La démonstration était probante et je pense que tous les industriels présents vont se jeter sur vous pour avoir encore de l'espace disponible d'implantation. Est-ce qu'il y a des questions de la salle ou des réactions ou d'autres témoignages d'ailleurs, s'il y en a dans la salle qui veulent témoigner ou réagir? Monsieur, je vous demanderai de vous présenter avant pour qu'on situe. Ça marche. Oui, je suis Julien Bouffartigue. Je travaille pour on va dire une association qui travaille sur le développement agricole en zone périurbaine et j'ai notamment animé le projet d'écologie territoriale de la plaine de Versailles, au moment dans son lancement. Donc j'aurais pu être un peu frustré parce que moi je suis sur plutôt l'approche territoriale et sur l'agriculture. Mais bon, du coup c'était intéressant de voir d'autres. C'est dedans. Oui, non, mais j'ai été sur le site, votre stand tout à l'heure, donc je l'ai récupéré. Oui, non, j'avais une réaction par rapport à la logistique, qui est un facteur très important parce que donc moi je travaille plutôt sur les questions agricoles où on ne jure que par le circuit court, où quand on parle de circuit court, tous les yeux s'allument en disant c'est génial, c'est la panacée, tout va bien. Simplement, l'INRA a fait des travaux pour montrer que quand on regarde des fois le bilan carbone n'est pas si bon que ça parce que le fruit qui vient d'Amérique du Sud, il prend des circuits logistiques où tout camion va être plein, va faire un aller plein, un retour plein. Quand votre producteur local, il charge son C4 à moitié, il fait sa tournée, il le vide peu à peu, il revient dans son exploitation avec son camion vide. Et en fait, on regarde le bilan carbone aux fruits et on s'aperçoit que le circuit court est parfois le bilan est beaucoup plus mauvais pour le circuit court, qui par ailleurs a d'autres vertus sur la qualité des produits, sur le développement économique local. Enfin, faut pas jeter le circuit court. Et surtout, justement, il n'y a pas de fatalité à ça. C'est que c'est vrai, comme vous l'avez dit, si on parle de logistique aux gens qui travaillent dans ce domaine-là, ils vont penser suppôt de Satan tout de suite. Alors qu'il y a beaucoup à apprendre justement pour optimiser, même sur des circuits beaucoup plus courts, comment on optimise la logistique de transport des marchandises. Et moi, dans le cadre de cette animation, j'avais fait un voyage d'études en Suède, et c'est un pays où effectivement ils font de l'écologie industrielle, mais je veux dire l'écologie à échelle industrielle, c'est-à-dire que vous doublez des camions qui transportent du bois, des énormes camions, vous allez dans des usines où les troncs rentrent et ils vont valoriser tous les grammes de matière sur différents flux. Enfin, voilà.
Donc je pense qu'il y a dans un des enjeux, c'est à la fois effectivement pour les filières type logistique de continuer à s'améliorer, mais aussi de transmettre un savoir-faire à d'autres modes de commercialisation, de valorisation qui ont besoin de ce savoir-faire. Merci pour votre témoignage, qui n'était pas une question, je pense. Sauf si Claude veut réagir. Non. Monsieur. Ah bah si, j'ai 2 réactions. Et après, monsieur, je vous en prie. Oui, rapidement, par rapport à la question des circuits courts, un aspect qui n'est pas pris en compte en général, et en particulier dans les études de l'INRA, moi je l'ai vu sur l'histoire des tomates, c'est la question des pertes lors du transport. Et c'est vrai que aujourd'hui, si on raisonne en termes d'énergie par rapport à la production, on a plutôt intérêt à aller dans les pays du Sud et à transporter par rapport à l'énergie consommée. Le bilan énergétique est meilleur, mais on oublie souvent, et on a quand même des circuits qui sont quand même assez compliqués en France avec les grandes plateformes de distribution. Donc on a quand même de la casse sur le transport, et ce gaspillage de matière n'est pas pris en compte dans les études qu'on a aujourd'hui sur les comparaisons de circuits. Donc il faut faire attention aussi à ça. Encore une fois, il ne faut pas être dans une approche idéologique, mais il ne faut pas oublier les pertes qu'on peut avoir lorsqu'on a des chaînes qui sont assez longues. Et à la différence des chaînes logistiques sur les produits industriels, dans les produits frais en particulier, c'est quand même, ça pose des questions, quoi. Monsieur Darmaillan, vous vouliez réagir? Oui, on travaille beaucoup sur l'introduction du numérique dans l'économie et notamment dans l'industrie. Et un des secteurs les plus prometteurs, c'est les secteurs de la supply chain. Et donc, comment est-ce que le numérique peut permettre justement de faire abstraction un peu de l'effet de masse comme étant facteur de réduction des coûts, mais comment est-ce que le service peut être organisé de façon compétitive en utilisant les technologies numériques. Donc, on est en train de construire une plateforme sur un secteur industriel, mais qui pourrait aussi s'appliquer sur de l'agroalimentaire. Merci. Monsieur. J'avais juste une remarque en réaction à ce que... En présentation, pardon, vous êtes? Alors oui, excusez-moi. Je m'appelle Vital Dehaye, donc je suis ingénieur en énergie renouvelable, et j'ai travaillé à l'AIRM, donc une association d'industriels qui est située dans l'Est lyonnais, à Meyzieux, et donc qui a répondu à un appel à projet sur l'écologie industrielle et territoriale. Et je voulais rebondir un peu sur ce que disait Vincent Daon, sur les aspects sémantiques qu'on peut avoir lorsqu'on présente l'écologie industrielle aux industries et aux compagnies, et l'économie circulaire plus largement. On ne va jamais aller voir les industriels directement pour leur parler de termes comme ceux-ci, sinon on trouvera porte close directement. Et dans la vie de tous les jours, l'économie circulaire, c'est beaucoup plus des petites actions de communication et beaucoup des actions de bon sens qui sont oubliées. On a lancé par exemple un service de petites annonces partagées, donc un peu comme un Bon Coin le Bon Coin pour les entreprises, où une entreprise va par exemple proposer un espace de stockage pour son voisin, pour qu'il puisse entreposer des conteneurs pendant une semaine ou plus. Et au final, nous, quand on arrive à faire ça, on est déjà content, et c'est déjà de l'économie circulaire. Avant de parler à faire des grandes symbioses, comme on peut souvent penser de l'exemple de Kalimdorg au Danemark, qui a été très inspirant pendant très longtemps, ça a surtout marché là-bas parce que les entreprises se connaissaient bien, et donc ils avaient l'habitude d'aller boire un coup au bistrot ensemble, et ils discutaient de ces choses-là, et ensuite ils mettaient en place des choses en commun, et c'est comme ça qu'ils pouvaient avancer. Donc, c'est une chose qu'on a tendance à oublier, mais qui est super important, c'est cette communication. Donc, parler à ses voisins et ne pas hésiter, voilà, dans le court terme et dans le long terme, à entretenir des relations de bon sens entre partenaires. Et c'est ça qui nous permettra d'avancer vers une économie circulaire. Merci. Oui, réaction, puis Vincent aussi sur la sémantique, problématique de la sémantique, écologie industrielle, c'est vrai que... Moi, je vous rejoins complètement sur le côté parlons à nos voisins. Donc justement, par rapport aux différents services qu'on peut apporter aux écoquartiers, on essaye souvent de mettre en place des plateformes, alors ça passe par Internet, pour que les gens se parlent entre eux, se rendent des services bien évidemment, donc ça fait aussi partie du circulaire. Et puis mettre en place également des plateformes d'autopartage, voilà, de partager ses ressources. Donc je suis complètement d'accord avec vous, on ne l'a peut-être pas suffisamment abordé, et c'est bien que vous le mentionniez. C'est aussi le côté humain, c'est-à-dire c'est bien de parler d'énergie, d'environnement, etc., de data, mais au-delà de ça, il y a quand même l'habitant au cœur de ce système-là, et vous avez bien raison, c'est un point extrêmement important. Merci.
Vous avez raison, on parle pas. Je vais pas voir un industriel en lui disant super, on va faire l'économie circulaire ensemble. Enfin, encore moins de l'écologie. Et encore moins écologie industrielle. En tout cas, enfin quoi, c'est plutôt l'inverse. C'est des fois l'industriel qui va me solliciter sur le volet écologie. Je dirais plutôt, en effet, et je rebondis juste sur le volet communication. La première marche qu'on a passée, c'est de créer un club d'industriels. Ils étaient très heureux de se connaître. Voilà. Et aujourd'hui, en effet, si on arrive à construire un bon écosystème, c'est parce qu'on a des flux déjà qui s'échangent entre eux. Et plus ils se connaissent, plus ils vont avoir envie de collaborer entre eux. Avec les limites, en effet, des contrats, des marchés qu'ils ont chacun entre eux. Mais le premier niveau, c'est en effet ça. Et c'est comme ça qu'on est rentré dans le sujet. C'est d'abord en les mettant, de leur permettant d'avoir un lieu d'accueil. On a créé un lieu d'accueil qui leur permet de se connaître. Et après, on l'anime avec justement, non pas en appelant économie circulaire, économie industrielle, non. C'est les services. Quels services vous avez besoin? Et en effet, certains sont très basiques. Vous en avez cité, comme le Bon Coin, ils nous ont cité ça, mais ils ont cité autre chose. Hein. C'est des voiries bien entretenues. Enfin, si on doit être sur du basique, quoi. Et puis, très vite, on est arrivé sur les problématiques de logistique. Voilà. Merci. On arrive à... Bien sûr, Claude. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais effectivement, ça a ses limites. Et là, les logisticiens peuvent vous le dire. C'est l'aspect de la compétition commerciale. C'est-à-dire que la limite, elle se situe là. À partir du temps qu'on n'est pas en compétition commerciale, on peut discuter au bistrot du coin le soir et puis se dire, tiens, est-ce que tu as quelques mètres carrés à me filer? Mais dès qu'il faut rentrer dans la compétition commerciale, je peux vous dire que la mutualisation en matière de logistique, ça ne fonctionne pas. La logistique, enfin les logisticiens, c'est leur job de faire de la mutualisation. Ça fait 25 ans qu'on essaye de faire de la mutualisation. Je peux vous dire que les expériences qui fonctionnent au niveau national sur de la mutualisation, elles ne sont pas nombreuses. Hein. Donc, dès qu'on rentre dans le dur du sujet, le problème par exemple du e-commerce dont je parlais tout à l'heure, je peux vous dire que aller livrer des clients par quelqu'un d'autre, faire livrer quelqu'un d'autre ses propres clients, mais c'est toute une... Enfin, je veux dire, il faut se battre pour y arriver. Donc là, il y a des limites à ce que vous évoquez, même si effectivement... Et il se trouve que j'ai été le patron de la logistique de Monoprix pendant 10 ans. Que j'avais un entrepôt, puisque j'ai fait de la multimodalité, et j'avais un entrepôt à Bercy, qui était utilisé 12 heures par jour. J'ai cherché pendant 5 ans, des gens venant occuper 4000 m² d'entrepôt équipés en pleine ville pour 12 heures par jour. Je n'ai pas trouvé. Parce que personne ne voulait mettre ses produits là où Monoprix mettait ses produits. Voilà, donc... Merci, Claude. Alors, le temps qui s'accélère, on le voit bien, qu'il y a une accélération du temps et des changements de modèles et de comportements. C'est en tout cas le constat que nous faisons chez Auré. Nous arrivons à la fin de ce temps d'échange. Ne partez pas tout de suite, j'ai quelques éléments à apporter à votre connaissance. Et pendant que je portais ces éléments à votre connaissance, je vais demander à chaque intervenant, j'aime bien lorsque j'anime, que chaque intervenant réfléchisse à un mot-clé. Un mot-clé qui symbolise le facteur clé de succès de l'économie circulaire, que ce soit en logistique, dans l'aménagement urbain ou l'aménagement du foncier. Donc je vous laisse réfléchir, mais un mot-clé, pas une phrase. Hein. Parfois j'en ai qui me font des phrases. Non, c'est un mot-clé. Pendant qu'il réfléchit, je veux juste porter à votre connaissance les points suivants. La loi de transition énergétique, je vous ai montré qu'il y avait un petit fascicule. L'article 70 de la loi de transition énergétique introduit dans le Code de l'environnement un nouvel article L110-1 qui donne une définition de l'économie circulaire. Je ne vais pas vous lire, mais il est très intéressant, il est très pertinent, il met en place même une stratégie nationale d'économie circulaire. Donc on voit bien qu'on est dans un mouvement qui bouge avec des décrets d'application qui viendront quand ils viendront, mais peu importe, le cap est fixé. C'est dans la loi de transition énergétique, c'est l'article L110-1 du Code de l'environnement. De la même façon, on a parlé des déchets, et la loi de transition énergétique a modifié l'article L541-1 du Code de l'environnement sur les déchets, et qui rappelle, on l'oublie, mais qui rappelle qu'avant de produire des déchets, de les recycler, l'un des objectifs de la loi assignée à tous les producteurs, c'est de limiter la production de déchets. C'est premièrement, limiter la production de déchets. Et puis ensuite, c'est de donner la priorité à la prévention et à la réduction. Et puis ensuite, la valorisation par le réemploi. Et si on ne peut pas faire du réemploi, ensuite on fait du recyclage. Donc il y a vraiment une hiérarchie dans la gestion des déchets qui est oubliée, qui n'est pas récente, qui date de 1975. Mais j'ai souhaité le remettre en perspective, parce que c'est rappelé dans la loi de transition énergétique, et c'est un point important. Vous avez évoqué en introduction l'innovation.
C'est essentiel. Et nous, chez Auré, nous prônons et nous demandons qu'il y ait un droit à l'expérimentation. Parce qu'aujourd'hui, des entreprises qui veulent aller vers de l'écologie industrielle territoriale, vers de l'économie circulaire, elles ont peur de perdre leur actif. Donc un droit à l'expérimentation pour ne pas perdre, pour faire simple, l'arrêté préfectoral ICPE permet peut-être d'essayer autre chose. Donc voilà, on voit qu'il y a de l'innovation, mais il faut que ce soit juridiquement encadré, que ce soit porté. Il y a les Green Deal qui sont là pour aider, pour porter. Donc les choses bougent beaucoup. J'ai assez parlé, je pense que vous avez eu le temps de réfléchir. On terminera par notre grand témoin. Marc. Alors moi, c'est contractualisation. Bien. Je pense qu'il faut faire de l'horizontal. On est dans un pays où on fait beaucoup de vertical. Voilà, un mot. Donc, contractualiser. Un mot, Marc. Je vous le commente un peu quand même. Non, contractualisation. Merci Marc, c'est important, effectivement. C'est pas l'avocate qui va dire le contraire. Claude. Concertation. Concertation. Christelle. Mutualisation. Mutualisation. Confiance. Confiance. Détoxification. Ah oui. Philippe. Et fonctionnalité. Très bien. Merci beaucoup à tous. C'était passionnant. On voit bien qu'il y a une mutualisation de vos témoignages qui va vers une symbiose de l'application de l'économie circulaire. Merci à vous.